Après avoir vu discuter de la transition écologique, nous allons maintenant passer à la transition numérique, comment accompagner ces impacts RH de la transition numérique au service de l'inclusion professionnelle. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Viros, qui est président d'ADECO, Françoise Farag, présidente de Salvia Développement et présidente de la commission inclusion de Numéum, Cyril Chabagnier, qui est président confédéral de la CFTC, Élodie Bossan, qui est fondatrice et associée de Tenzing Conseil, et Stella Morabito, qui est déléguée générale de l'Association française du numérique. Nous allons avoir 2 temps de discussion, un premier sur l'analyse des enjeux et un deuxième sur les recommandations, puisque c'est l'idée générale de ce colloque de porter des propositions dans le débat public. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Viros, président d'ADECO, pour nous présenter son analyse des enjeux de l'accompagnement des impacts RH de la transition numérique. Bonjour à tous et puis merci, un grand merci de m'inviter, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un sujet particulièrement important parce que nous, chez ADECO, on accompagne 400-500 000 personnes par an chaque année donc, en France, très col bleu. Et donc, ce sera peut-être un premier angle de mon intervention, c'est de rappeler que quand on parle de transition numérique ou digitalisation des métiers, ça concerne tous les métiers. Je dis ça parce que dans des vies précédentes, moi, j'étais patron d'activité digitale et on avait tendance à penser tout de suite data analyst ou métier de la tech. Et en réalité, c'est l'ensemble des métiers qui sont concernés. Et parfois, c'est un petit peu l'impensé de la question. Ça, ce sera le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que pour moi, si c'est bien mené, bien amené, c'est un puissant levier d'inclusion. Et la contraposée, c'est que si c'est mal fait, ce sera un vecteur d'exclusion. Et donc là, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Alors, si je prends les constats, il y en a 2 ordres. Premièrement, c'est ce que je disais, il y a une transformation importante du contenu des métiers et de tous les métiers. Pas juste de métiers qui sont un peu les usual suspects, les suspects naturels de la transformation numérique, mais vraiment de l'ensemble des métiers. Et ça veut dire qu'il va y avoir des besoins massifs de formation pour accompagner ces évolutions. Alors, quand je dis tous les métiers, bien évidemment, c'est que la digitalisation, elle transforme tous les métiers. Puis la pandémie, elle a rendu le défi de la montée en compétences plus urgent. Alors, il y a quelques chiffres qui sont connus, mais je pense que ça vaut la peine qu'on les rappelle. Si on prend un chiffre de l'OCDE, on évalue à peu près 1 milliard d'emplois dans le monde qui vont se transformer à cause ou en raison de la technologie dans les 10 prochaines années. Donc, c'est 1 milliard d'emplois. Donc, on a un mur, en tout cas, on a un mur social à franchir extrêmement important en raison de ces transformations-là. Si je prends un autre élément qui nous vient du Future of Work 2020 du World Economic Forum, pour tous les salariés qui devraient conserver leur poste après la crise, la part des compétences de base qui vont changer au cours des 5 prochaines années est de 40 à 50%. Et la moitié des salariés vont avoir besoin de requalification. Et ça aussi, c'est en augmentation. Donc, je voudrais, à partir de ces grands chiffres, souligner ce que nous, on observe chez ADECO concrètement et tous les jours auprès de nos candidats intérimaires via un outil, notamment, on a un outil qui s'appelle ADECO Analytics et qui met en avant ces grandes transformations. Et on voit une chose qui est intéressante, c'est que parmi les compétences transversales qu'attendent les employeurs aujourd'hui, l'agilité digitale, il va falloir qu'on explique un peu ce que c'est parce que c'est un peu mystérieux, mais l'agilité digitale arrive désormais parmi les premières compétences que les employeurs attendent à égalité aujourd'hui avec des compétences de communication ou des compétences de travail en équipe. Ça, c'est très important. Et il y a 10 ans, ça n'apparaissait même pas. Le terme d'agilité digitale n'apparaissait même pas, alors qu'aujourd'hui, ça devient incontournable. Ça, c'est important. Et derrière agilité digitale, je pense qu'il faut aussi éteindre un certain nombre de mythes, parce que je vois ça avec beaucoup notamment de jeunes, parce que c'est parfois eux-mêmes qui peuvent souffrir d'électronisme ou de complexes par rapport à ça, donc il ne faut pas croire.
quand on parle d'agilité digitale, on ne parle pas de développement, et surtout, une partie de ce que nous faisons pour les amener vers la montée en compétences et les rassurer, c'est leur dire, écoutez, vous avez une vie sur votre appareil mobile, vous produisez des contenus, vous vous exprimez sur TikTok, vous draguez sur Tinder, vous consultez votre compte en banque sur un mobile. En fait, vous avez déjà une forme d'agilité digitale. Il va falloir qu'on vous emmène dans cette direction-là. Et c'est important aussi de, je dirais, dégonfler un certain nombre de mythes autour de ça. Agilité digitale et puis digitalisation, comme je vous le disais, ça concerne tous les métiers, et parce que je suis à la tête d'Adecco, je voudrais insister là-dessus, ça concerne aussi beaucoup les métiers col bleu, les métiers d'école bleue, alors qu'intuitivement, si on n'est pas très informé, on pourrait croire que c'est des métiers qui sont moins impactés, comme il ne faut pas le dire en français, qui sont qui souffrent moins directement, ou qui sont moins directement l'objet de ces grandes transformations. Ce n'est pas complètement intuitif de se dire que la construction ou l'industrie lourde sont aussi transformées par la digitalisation. Mais on voit que l'agilité digitale, même dans ces métiers-là, elle continue d'être mise au premier plan. Donc tout ça, c'est important, parce que dans les 10 prochaines années, quand on va parler de plus en plus d'IoT, de robotique, de big data, tous les métiers vont être transformés. Un métier de cariste aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 2 ans, ce qui n'est pas non plus ce qu'il sera il y a 4 ans, dans 4 ans. Et pareil dans la distribution, il faut être de plus en plus à l'aise avec des logiciels de gestion de stock, etc., etc. Je dis ça parce que, encore une fois, malheureusement, parfois les oubliés de la transformation digitale, en tout cas je vous parle de mon point de vue, ce sont les gens sur les chaînes de production, ce sont les gens, entre guillemets, qui sont au cœur de l'appareil productif, ou au cœur de l'appareil de travail, et pas juste les encadrants, ou pas juste les fonctions expertes. Et j'ai peur qu'à ne pas considérer ça, on passe à côté. Donc ça, c'est le premier constat, c'est un choc massif et un besoin massif de formation et d'évaluation des métiers. Premier constat. Le deuxième constat, et ça, il faut qu'on l'ait en tête, le deuxième constat, c'est en matière de recherche d'emploi et de recrutement. Là, pour le coup, le digital peut et doit être un vrai levier d'inclusion, à condition d'être accompagné. Ça veut dire que pour les candidats, il y a, et là c'est un volet positif, il y a certainement beaucoup d'opportunités à saisir grâce aux transformations digitales, parce que là où dans le monde d'avant, finalement, les offres exprimées étaient un peu prisonnières soit de l'agence, soit de ceux qui les exprimaient dans un monde physique, les outils digitaux permettent d'avoir une diffusion beaucoup plus large de ces offres-là. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait au travers de notre outil CAPA, qui permet d'avoir plus accès à ça. Ça, c'est pour les candidats, d'avoir accès aux offres, mais les offres elles-mêmes d'emploi peuvent être transformées et changées grâce au digital. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais qu'on dégonfle comme mythe, c'est de se dire que tous les emplois du digital sont forcément des emplois Bac+5, très techniques ou mathématiques. En fait, nous, on voit maintenant une profusion d'offres à certains niveaux où on peut rentrer sans un bagage nécessairement mathématique ou d'ingénieur, et on peut être formé à ces nouveaux métiers-là, soi-même avec une formation col bleu, pour passer à du développement informatique. Ou dit autrement, ces fameux métiers de la tech ne sont pas que des métiers de l'ingénierie, sont aussi des métiers qui sont de plus en plus accessibles à condition d'avoir eu les formations et à condition d'avoir eu les bonnes formations. Et là, il y a un champ, je dirais, de compétences et d'opportunités en matière de travail qui s'ouvre. Et ça, c'est important, parce que, encore une fois, parfois en France, on est un petit peu en retard à ce niveau-là, et on considère trop souvent que la matière digitale, c'est une matière d'experts. Donc voilà, il y a ces deux choses-là, plus d'opportunités exposées, et puis des opportunités de nouveaux métiers, des métiers du digital, qui ne sont pas que les métiers de Bac+5 ou d'experts en digital. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui comme constat. Donc un constat qui est un constat, pour dire les choses, il y a une part d'inquiétude, parce que si on n'est pas inquiet, c'est qu'on n'est pas lucide en fait face à la réalité. Enfin, c'est pas nécessairement un principe de vie, mais c'est dire on a quand même devant nous une nécessité de se reformer de manière très fréquente, parce qu'il va y avoir des bouleversements importants, et si ce n'est pas pris en amont, on risque de le subir avec une violence
plus importantes que par le passé, mais quand même des opportunités d'aller travailler et d'aller chercher des nouvelles compétences. C'est ce que des acteurs comme nous faisons au travers de leurs académies. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je fasse mes propositions. Non, je pense que c'est bien. On passe un peu la parole à d'autres intervenants pour partager leurs perspectives sur les enjeux. Françoise Farag, merci de nous avoir rejoints. Qu'auriez-vous à dire de plus ou de moins ou Alors, de je vais différent? voir. Ben oui, c'est l'objectif d'une table ronde, c'est qu'on ne dise Eh pas oui, tous la même chose. exactement. Donc, juste vous dire en 2 mots qui est Numéum, parce que c'est peut-être un nom, c'est un nom qui est quand même beaucoup moins connu que celui d'Adecco. Donc, Numéum, c'est la fusion du Syntec et de Tech in France, et donc c'est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 2800 éditeurs et ESN, donc sociétés qui, a priori, sont dans le move du numérique et peut-être moins concernés par ces transformations qu'imposent de plus en plus l'émergence et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous. Alors, ça a comme conséquence pour nous que nous sommes… Il y a une vision qui est que nos entreprises doivent se confronter de plus en plus rapidement à une émergence de nouveaux besoins qu'il faut couvrir, y compris dans nos métiers, et ça va très vite. Vous avez tous entendu parler en 2021 de toutes les attaques, par exemple, qu'il y a eu, de toute la cybermalveillance qui foisonne. Ça veut dire qu'il nous faut plus d'experts en cybersécurité, ça veut dire qu'il nous faut plus d'experts de l'analyse de la donnée et qu'on a besoin d'accompagner aussi les collaborateurs de nos entreprises au même titre que le numérique se trouve à tous les niveaux de la formation, et je pense qu'il y a des gens qui parleront plus que moi de la partie formation. Point important qu'il faut souligner quand même, c'est que, comme je le disais, ça va très vite et on doit anticiper les métiers de demain, parce qu'entre le moment où les jeunes vont rentrer en formation et le moment où ils vont sortir, on doit avoir ce regard permanent sur la formation, sur la collaboration qu'on doit avoir avec les organismes de formation, qu'ils soient publics ou privés, de manière à pourvoir nos entreprises avec les personnes adéquates. Et puis, quand on est une ESN, à pouvoir pourvoir nos clients avec les bonnes personnes et apporter ce regard peut-être petit peu plus technique, mais qui n'est pas le seul, puisque de plus en plus, on demande, et ça c'est une transformation qu'on peut ne pas voir, mais ça demande aussi une transformation dans les soft skills des personnes qui sont dans le numérique. Parce qu'on a parlé technique, on a parlé accompagnement. Quand vous avez une formation de développeur ou d'ingénieur, a priori, ce n'est pas forcément votre point fort, les soft skills. Et ça, c'est quelque chose qui doit se développer, qui transforme nos métiers, puisque l'interface entre soit le client, soit l'utilisateur en interne et le technicien ou les gens qui détiennent le savoir est de plus importante et hyper importante quand on veut faire passer les messages et accompagner et ne laisser personne au bord du chemin finalement. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant, puisque vous soulignez la diversité des intervenants, passer la parole à Cyril Chabagnier, président de la CFTC, qui nous fait l'honneur de participer à cette table ronde. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre invitation. En propos introductif, je reviendrai peut-être sur ce qu'a dit Alexandre Viros au tout début de cette table ronde. Ça me paraît en effet essentiel. J'en rajouterai un, mais en tout cas, il y a 3 ou 4 points qui me paraissent essentiels. Premièrement, ça a été dit, on va avoir une forte évolution des métiers due à la transition numérique, due à la robotique, due à l'intelligence artificielle, et je pense qu'on en est tous conscients. Évidemment, il y a une peur et une crainte légitime de la part des salariés, mais on sait qu'on doit l'accompagner et que forcément, cette transition va être importante parce qu'elle va se faire. La deuxième chose, et c'est très important, et je suis content qu'Alexandre ait pu le dire, c'est que ça concerne tout le monde. Pendant très, très longtemps, effectivement, on a cru que c'était réservé à une certaine élite.
Or, cette transformation, cette transition va toucher de nombreux métiers où les salariés vont devoir parfois se reconvertir, ou des métiers parce que le métier va évoluer. Certains d'ailleurs vont même peut-être disparaître et d'autres vont fortement évoluer. Donc tous les salariés sont concernés, et autant les cols bleus que les cols blancs. La troisième chose qui avait été dite, qui me paraît capitale, mais je vais y revenir en approfondissant un petit peu, c'est que dans cette transition, et nous à la CFTC, on n'y voit pas forcément que le mal dans cette transition, mais on peut avoir le pire et on peut avoir le meilleur. Ça va dépendre comment on le fait, et en particulier sur l'accompagnement qu'on va pouvoir y apporter. Et justement, quand on parle des impacts RH, ça me fait dire que, évidemment, la formation, la reconversion va avoir un rôle majeur dans cette transition numérique, mais il y a un autre élément, et là, vous verrez tout de suite la diversité des intervenants avec ma casquette syndicale, mais il y a quelque chose d'autre qui est capital dans cette transition, c'est le dialogue social. C'est qu'une grosse partie de l'acceptation de cette transition se fera d'autant mieux que le dialogue social sera performant au niveau de la branche ou au niveau même de l'entreprise. Quand je parlais du pire et du meilleur, je voulais revenir sur ça parce que quand on parle de transition numérique ou de transition robotique ou d'intelligence artificielle, souvent on oppose deux termes. Il y a les très optimistes qui nous disent c'est un travail augmenté, on entend beaucoup parler de travail augmenté et ça va être très bénéfique. Et d'un côté beaucoup plus pessimiste, on dit mais ça va être un travail enchaîné. Voilà. Et pour la CFTC, on n'est ni dans le travail augmenté, parce que le travail augmenté en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas, ça ne qualifie pas le sens ni la nature de l'augmentation. On n'est pas forcément dans le travail enchaîné, mais c'est un risque, parce que rapidement, on peut dévier vers le e-Tâcherona ou le Tâcherona 4.0, comme certains l'évoquent déjà. Donc, nous, on parle de travail enrichi, et enrichi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le travail est enrichi, mais le salarié a aussi ses compétences et son travail qui est enrichi. Et ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir avoir, par des potentialités, par les nouvelles fonctionnalités du numérique, un travail qui est enrichi. Et forcément, on peut avoir le numérique ou la robotisation qui peut avoir un enjeu capital pour le salarié, par exemple, qui est de diminuer la pénibilité du travail. Et on a d'ailleurs des expériences qui sont très importantes avec ça. On a, par exemple, dans le médico-social, de la robotisation qui a permis d'alléger toute une série de tâches, de transport de médicaments, etc., qui sont dues maintenant, qui sont faits par des robots, et qui permet à des assistantes sociales de pouvoir faire, ou médicales, de pouvoir faire leur travail auprès de leurs patients de manière augmentée. Et donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment en tête cet enrichissement du travail qui peut se faire par le numérique ou par la robotique, à condition que tout le monde y trouve sa place. Et donc, on a souvent une autre question qui est oui, mais le numérique, la robotisation, ça va faire disparaître des tas de métiers. Mais ce n'est pas forcément le cas. Pour nous, en tout cas, il peut y avoir les deux qui continuent à cohabiter, mais de manière différente. Toute une série de tâches, et je viens d'en parler, peuvent être les plus pénibles, les plus répétitives, peuvent être faites et accélérées grâce au numérique, grâce à la robotisation. Il n'empêche qu'il faudra toujours des programmateurs, des cols bleus pour la maintenance de ces outils. Voilà, donc ce n'est pas forcément néfaste pour les salariés, mais ça obligera, ça peut baisser leur pénibilité, et deux, ça obligera à ce que tous les métiers qui vont autour de ce numérique et de cette robotisation fassent que les salariés soient formés ou reconvertis dans tous ces métiers-là. Voilà pour un premier tour le plus rapide possible. Merci beaucoup. Élodie Bossan, vous avez un positionnement un petit peu différent par rapport aux précédents intervenants, puisque vous accompagnez au quotidien des entreprises dans leur transition écologique et numérique. Quelle est votre analyse des enjeux sur le plan de l'évolution des emplois, des compétences, de l'accompagnement des professionnels et du rôle que les entreprises vont y jouer? Je pense que ce qu'on peut voir, et je vais citer quelques éléments, notamment reprendre les propos de Monsieur Chabagnier, c'est que durant toutes les interventions que j'ai pu entendre, c'est qu'on interroge beaucoup les attentes des entreprises, mais il y a quand même une question sur l'attente des salariés.
Enfin, aujourd'hui, transition numérique, pour beaucoup, ça peut être quelque chose d'effrayant et puis pas forcément un futur très désirable. Enfin, pourtant, je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc c'est des sujets qui reviennent fortement, mais sur ces notions de formation professionnelle, il y a un préalable qui me semble important d'évoquer, c'est la capacité à apprendre. Quand dès lors, on a pendant des années pas été en situation d'apprentissage, nous, en tant que RH, en tant qu'entreprise, comment on peut accompagner aussi des publics à être dans une dynamique d'apprentissage. Enfin, c'est pas si évident, c'est pas si inné, sachant que et pour le coup, je serai assez brève, mais avec quand on parle de numérique, il y a tout un imaginaire et puis aussi un rapport au travail, un mode d'organisation. On parle d'agilité, de flexibilité, mais quand on sait que bon nombre de salariés ont besoin de sécurité et de stabilité, enfin, comment on va concilier ce type enfin, comment on va adapter nos organisations avec des besoins de confort et quel type de contrat de travail aussi on peut être amené à proposer. Quand tout à l'heure, on évoquait les problématiques de tâcheronnat. Donc, moi, ce que enfin, les points qui m'interpellent un petit peu, c'est qu'au niveau de comment nous, les structures RH, vont être amenées à accompagner des publics qui vont être fortement impactés par la destruction de leur emploi, même si effectivement le numérique touche tout, mais on voit que prioritairement, c'est des métiers de l'administratif, des métiers dans la vente, donc, qui sont perçus souvent comme à faible qualification, mais pourtant pas sans compétences. Donc, comment les réussir à se mettre dans une dynamique d'apprentissage qui peut parfois être effrayante, c'est un peu la question que moi, je suis amenée à me poser, et en termes de rôle des entreprises, et d'interroger les attentes des salariés face à ces situations qui peuvent être assez anxiogènes quand on nous parle de destruction de nos emplois, de disparition d'un métier qu'on a pu exercer pendant des années, et sur lequel, où parfois, on nous a aussi assigné et donné assez peu de mobilité. Très bien. Merci beaucoup. Je vais maintenant terminer ce premier tour de table en passant la parole à Stella Morabito, de l'Alliance française, déléguée générale de l'Alliance française des industries du numérique, pour compléter ces perspectives. Merci infiniment. Merci infiniment et ravie d'être sur cette table ronde absolument passionnante. Donc, l'Alliance française des industries du numérique est un syndicat professionnel, l'AFNUM, qui regroupe une soixantaine de membres qui sont des fabricants d'équipements électroniques, qu'il s'agisse d'électronique grand public ou d'électronique professionnelle. Donc, moi, je vais me concentrer dans cette table ronde sur un aspect dont on a un peu moins parlé, qui est celui de la formation initiale. Mes confrères ont tous très bien parlé des changements que le numérique entraîne dans les métiers et dans tous les métiers. Et c'est vrai que même dans les métiers du numérique, on a tendance, et là je reprends Alexandre, effectivement, dans la même veine, à penser à des métiers plutôt d'ingénieur ou d'informaticien. Mais en réalité, les métiers du numérique peuvent être les métiers dans les sociétés de la tech, et donc typiquement des métiers transversaux comme de la RH, du juridique, du marketing, des ventes. Là aussi, c'est des métiers qui changent. Typiquement, le métier de directeur marketing ou de chef de produit n'a plus rien à voir aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Là, aujourd'hui, les directeurs marketing doivent maîtriser les réseaux sociaux, les influenceurs, différents modes de communication, les blogs, les vlogs, les podcasts, etc. etc. Et très clairement, c'est un métier où il y a une formation initiale pour les plus jeunes qui sont digital native, c'est peut-être plus simple, et qui demande aussi de la reconversion, bien évidemment, pour ceux qui sont déjà en poste. La même chose, et c'est vrai qu'Alexandre en parlait aussi, mais il y a des impacts majeurs sur, par exemple, les métiers de la logistique. Quand on pense que pendant la pandémie, on a eu plus 82% de distribution de courses et de paquets divers à la maison, très clairement, ça devient un métier industriel que celui de la logistique, que ce soit au niveau de la gestion de la supply chain, mais jusqu'à la logistique du dernier kilomètre, parce qu'il faut bien les livrer jusqu'à la porte du consommateur. Les paquets, on ne va plus les chercher à la poste. Donc, cela dit,
qu'est-ce que tout ça mis en relation avec la formation initiale, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai à la fois d'excellentes bonnes nouvelles et aussi des points qu'il faudrait pouvoir faire évoluer et améliorer. Et on parlera dans le deuxième chapitre, je pense, des propositions après de chacun pour pallier à ces points. Donc, dans les bonnes nouvelles, c'est l'apprentissage. C'est vrai que depuis 3-4 ans, il y a eu une explosion de l'apprentissage grâce bien évidemment aux aides exceptionnelles de l'État qui ont boosté en fait le fait que les entreprises embauchent des apprentis puisque la première année est quasiment gratuite pour l'entreprise, mais les entreprises qui ont aussi joué le jeu, que s'il s'agisse d'apprentis ou d'alternants d'ailleurs, et aussi grâce à l'importance qui a été donnée depuis 3 ans au CFA, qui, dans toute typologie de métier, ont littéralement triplé, puisqu'ils sont passés de 1000 CFA sur le territoire à 3000 en 3 ans. Et on est bien placé pour le savoir à la FNUM, puisqu'il y a beaucoup de nos membres qui sont membres fondateurs du CFA du Cretté, qui en fait est devenu un réseau. Il est né à Clichy et il s'est développé après sur toute la France et qui forme en fait les jeunes au métier de l'électronique, à la fois installation, réparation et vente de produits électroniques, au sens large, c'est-à-dire électronique grand public bien évidemment, mais aussi ils forment au métier de la fibre, de tout ce qui est fibrage du territoire. Vous savez que le plan très haute pour le fibrage du territoire devrait se conclure en 2023. Et maintenant, il s'étend même à tout ce qui est Smart City, ville connectée. Donc, voilà, les CFA ont l'avantage de pouvoir suivre de manière très dynamique, Pierre Gattaz en parlait en en introduction, l'évolution des métiers, qui est très rapide dans les métiers du numérique, puisque c'est les branches elles-mêmes qui définissent les référentiels. Et donc, il y a cette, on va dire, élasticité ou rapidité, plus malheureusement que dans les référentiels de l'éducation nationale qui sont un peu plus longs. Et c'est tout l'avantage. Et aujourd'hui, les CFA offrent une employabilité de plus de 60%. Et pour le CFA du Cretté, c'est plus de 85% des jeunes qui sortent de ces formations qui sont employés tout de suite derrière, notamment par les sociétés qui les ont choisis comme apprentis. Donc, sur les points à améliorer, il y a tout ce qui est, on va dire, bac plus 3 à bac plus 5. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée en novembre par Ipsos en collaboration avec l'Epitech, qui est une école de formation informatique. Et en fait, là, c'est la parité qui me chagrine, puisque cette étude montre que uniquement 37% des filles se destinent au lycée à des métiers ensuite dans l'informatique ou dans le numérique. Et ce, nonobstant le fait qu'elles constatent que les métiers du numérique, c'est des métiers d'avenir et aussi qui sont bien rémunérés, donc qui peuvent leur offrir une indépendance financière certaine. On voit aussi que les parents connaissent mal les métiers du numérique et c'est les plus grands prescripteurs de la suite d'orientation des enfants. Et uniquement 33% des filles sont incitées par les parents à aller vers des métiers du numérique contre 61% des garçons. Et il est clair que le choix de faire sortir du tronc commun les maths qui a été pris en 2019 ne favorise pas les choses parce que les filles qui étaient en terminale S à quasiment 50-50 avec les garçons, maintenant ne choisissent qu'à 30% environ de prendre une spécialisation maths. Donc, il y a du chemin à faire, bien évidemment, au niveau des formations supérieures. Et ce que l'étude dit, et c'est là qu'après je vais rebondir dans la deuxième partie, deuxième chapitre de cette table ronde, c'est de dire qu'en fait, le moment de l'orientation des enfants est crucial, donc notamment en troisième et en première. Et ce qui les marque le plus, c'est en fait d'inviter les professionnels à l'école pour parler de leur métier
Et dans le numérique, ce qui serait crucial, c'est de leur faire voir la variété des métiers qui existent dans le numérique. Je l'évoquais tout à l'heure, pas uniquement des métiers liés à des compétences scientifiques, mais bien aussi des métiers transversaux, mais qui sont exercés dans le monde de la tech. Et je vous dirai tout à l'heure ce que la FNUM compte faire pour pallier à ce manque. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose donc, suite à cette présentation très complémentaire entre les différents intervenants des enjeux, de passer à la partie à la fois la plus intéressante et la plus compliquée aussi, c'est celle de faire des propositions. Président Viros, vous venez d'être élu président de la République triomphalement. Quelles sont vos premières mesures pour favoriser la transition écologique et numérique inclusive et le rôle des entreprises? Alors, camarade Dufour, merci pour cette question. Non, je pense que si nous, on devait avoir, enfin le groupe et puis moi, en tant que patron du groupe, ce que je devrais proposer ou ce que je vois comme manque, c'est que on a une nécessité de former large. Je dirais qu'il faut former tout le monde et il faut former tout le temps. Et ça doit être le cœur du réacteur de ce qu'on doit faire dans les prochaines années si on veut pouvoir franchir le mur dont je parlais. J'arrête avec les statistiques, mais il y en a une dernière qui m'a frappé, c'est celle de l'OCDE. Dans les années 80, on estimait qu'une compétence technique, elle restait valide pendant 30 ans. Maintenant, on considère que c'est 2 ans. Des statistiques comme ça, il y en a plein. Sur l'obsolescence de nos compétences, y compris pour un poste donné. On dit beaucoup que les jobs de demain, les postes de demain n'existent pas, mais enfin, il y a tous ceux qui vont continuer d'exister, sauf qu'ils existeront, mais avec un ensemble de compétences qui auront été complètement rénovées ou recyclées d'ici là. Et donc ça, c'est fondamental de bien intégrer ça. Nous, je dis ça, ça peut sembler un peu pro-domo, mais nous, on a tellement intégré l'appariement entre emploi, employabilité et formation qu'on est notre propre organisme de formation. On est organisme de formation, on est le 5e en France parce que, en particulier, je reviens sur nos cols bleus qui ont longtemps été un peu les oubliés de la formation. On a la nécessité de les former parce que c'est ça qui fait qu'ils restent compétents et c'est ça qui fait qu'on peut les emmener d'une rive de l'emploi à une autre rive de l'emploi. Et ça, c'est fondamental. Et toutes les statistiques aussi montrent que c'est beaucoup plus coûteux, même pour une entreprise, d'aller chercher de la compétence ailleurs, donc grosso modo, d'aller recruter quelqu'un de nouveau que de faire ce qu'on appelle en anglais de l'upskilling, du reskilling, etc., pour ses propres salariés. Donc, là aussi, pour moi, c'est absolument fondamental qu'on ait ça comme état d'esprit, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Alors là, si j'étais président de la République, mais là, je voudrais même aller plus loin, si vous m'y autorisez, je voudrais changer l'ensemble des normes comptables au niveau mondial pour qu'on puisse intégrer la formation, pas comme un coût, mais comme un investissement. Moi, mes années en tant que patron de tech dans ma vie passée m'ont frappé quand même par ce constat suivant, c'est que c'était quand même plus facile pour moi d'aller chercher de l'investissement technologique parce que je pouvais le ranger plus bas dans le compte de résultats, alors que la formation, c'était toujours plus compliqué de le faire passer. Mais quand vous prenez un pas de recul, cette logique est absolument débile, pour ne pas dire dangereuse. D'accord ? Et ce n'est pas en raisonnant comme ça qu'on va préparer un monde plus juste, plus équitable et plus dynamique pour embrasser l'avenir positivement. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Alors après, moi, je pense que, puisqu'on en est là c'est président Viros du groupe ADECO, je pense qu'il faut donner un petit peu plus la main. Alors, je ne sais pas ce que M. Chabagnier dira, mais moi, je trouve que les entreprises pourraient avoir un peu plus la main sur leur propre budget de formation et ce qu'elles en font, pas simplement pour leurs intérêts bien compris, mais simplement parce qu'elles sont, je le considère, en contact avec la vivacité du monde économique. J'ai bien entendu ce qu'Élodie a dit, Élodie Bossan a dit, c'est qu'il faut bien tenir compte des intérêts des salariés, mais je pense qu'on a des intérêts convergents consistant à accompagner des trajectoires professionnelles qui accessoirement redonnent aux travailleurs la maîtrise de son propre destin, mais qui sont en même temps plus à parier avec l'économie réelle. Quand nous, on forme des intérimaires, vous savez, on est une espèce d'anticoagulant économique, puisque au bout d'un an, 25% des intérimaires vont d'un secteur à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on forme un peu pour tout le monde. Donc voilà, formation pour tout le monde et formation tout au long de la vie. Et si on arrivait à faire ça, croyez-moi, on s'en sortira beaucoup mieux. Et je crois même que le pays serait plus pacifié. Voilà. Donc, c'est mon
C'est mon Et slogan. sans vouloir trahir de secret, vous en êtes à combien dans le nombre de signatures, de parrainage pour la campagne? Nous, on compte pas comme ça. Nous, on compte, Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Françoise Farag, si vous étiez présidente de la République, qu'est-ce que vous feriez je vais rebondir sur ce que disait Stella tout à l'heure. Je pense qu'il faut prendre le mal à la racine et commencer dès le collège. À ce titre, nous avons mis en place une initiative en région parisienne pour l'instant et en collaboration avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle le Numérique Égalité Tours, qui fait que ce n'est pas les entreprises qui vont au collège, c'est les gamins qui viennent dans nos entreprises et on les accueille sur une demi-journée où on les fait rencontrer, non pas que nous soyons vieux, mais on les fait rencontrer des jeunes qui ont peu de différence d'âge avec eux, c'est-à-dire des alternants, des jeunes professionnels qui viennent leur parler des différents métiers qui existent dans nos entreprises. Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire des métiers techniques, bien sûr, dont ils ignorent parfois l'existence même, qualiticien, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais aussi des métiers transverses où il n'y a pas que la technique et où, par exemple, pour être un community manager, il faut avoir des bonnes compétences en rédaction et on n'écrit pas pour le web comme on écrit pour le papier. Donc ça, c'est une première initiative qu'on va essayer de déployer davantage, y compris en région, grâce au maillage national de Numéum sur les différentes régions françaises. On a également un autre axe qui est la féminisation de nos métiers. C'est encore plus terrible que le chiffre qui a été annoncé parce que là, je rezoome quand même sur les métiers techniques, alors que dans les années 50, quand l'informatique s'est développée, il y avait parité à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Aujourd'hui, sur les métiers techniques, c'est catastrophique puisqu'on est à moins de 20%. Et que quand on dit qu'il y a 30% de femmes dans le numérique, c'est parce qu'on inclut les fonctions support qui viennent faire monter la moyenne. Donc, un de nos enjeux, c'est évidemment d'attirer les filles vers les métiers techniques. Alors, au travers de ce que je disais précédemment, avec des actions dès le collège, et puis au travers du fait qu'on peut mettre en place des rôles modèles pour essayer de dire oui, c'est possible, oui, il y a de l'argent à gagner, et oui, parce que c'est la première motivation des 18-24 ans, oui, vous pouvez avoir un métier qui a du sens, y compris dans le numérique. Et l'inclusion numérique, elle passe aussi par là. C'est donner du sens à nos métiers, puisque en dehors de la rémunération, c'est avant la rémunération le premier élément pour les jeunes pour se motiver pour aller prendre un emploi. Et quand on sait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, évidemment, on a un vrai enjeu sur les entreprises du numérique. Après, le numérique, ça couvre toutes les tailles d'entreprises et comme ça a été dit, un des éléments, c'est que je pense qu'il faut vraiment, nous pensons qu'il faut vraiment encourager, y compris les plus petites entreprises, à prendre des apprentis, parce que prendre un apprenti, ça veut dire avoir une responsabilité morale et quotidienne pour l'encadrer, pour le faire monter en compétences, que ce soit sur le numérique et sur ses autres compétences, notamment des compétences de soft skills. Et donc ça prend du temps. Et quand on est une TPE, ce n'est pas si facile. Alors peut-être qu'il faut envisager de donner une prime exceptionnelle aux TPE qui prendraient des apprentis pour les amener à recruter et à contribuer aussi et à avoir un vivier de recrutement, puisque l'enjeu de l'apprentissage, c'est quand même que derrière, les jeunes qui sont pris en apprentissage puissent plus facilement décrocher un emploi, que ce soit chez leur maître d'apprentissage ou ailleurs. Un élément important qui est surtout aujourd'hui développé par les grandes entreprises du secteur, c'est ce qu'on appelle les open badges qui permettent de qualifier les compétences sur des sujets, mais vraiment micro. C'est-à-dire que dans le numérique, il faut des compétences en gestion de projet. Il faut des compétences très fines. Donc, un certain nombre d'entreprises, et on souhaite au niveau de Numéum que ce dispositif puisse être étendu et porté et peut-être
généralisé, c'est vraiment développer c'est pas des certifications aujourd'hui, mais c'est quand même sur une carte de visite et selon l'entreprise où on l'a acquis, on référence des compétences particulières qui vont être utiles pour prendre un job ailleurs, par exemple. Autre élément qui nous paraît important, c'est déployer à l'échelle nationale un dispositif qui a été mis en place dans la région Grand Est, qui s'appelle Numérique Emploi, et qui, au travers de cette association, a permis de ramener à l'emploi plus de 250 demandeurs d'emploi qui sont formés chaque année et qui, derrière, ont un taux de retour à l'emploi de plus de 80%, simplement parce qu'on les forme à des compléments de compétences qui peuvent les amener à retrouver plus facilement un job. Voilà, en quelques-unes des propositions qu'on a, je crois que ce qui est important, c'est de faire front commun. Il y a des initiatives qui se déploient à plein d'endroits, qui sont toutes intéressantes. Et pour l'inclusion, on vient de mettre en place une commission inclusion chez Numéum. C'est vous dire toute l'importance qu'on y attache et le fait, parce que nous sommes en déficit de compétences, de pouvoir attirer des profils qui sont très certainement plus éloignés de nos métiers que l'image qu'on en a traditionnellement, comme ça a été dit, du bac+5, et de se dire qu'on peut amener des gens qui ont déjà des compétences et qui souhaitent aller vers le numérique, les amener à augmenter leur périmètre simplement en osant. Voilà. Juste oser la diversité. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Président Chabagnier, suite à votre élection à l'Élysée, est-ce que vous reprenez les propositions de vos concurrents malheureux, Alexandre Viros et Françoise Farag, ou est-ce que vous portez d'autres, vous allez mettre en œuvre d'autres mesures pour faire de l'inclusion professionnelle une des priorités des entreprises pour réussir la transition inclusive? Comme tout président, je dois être président de tous les Français, donc je dois reprendre, y compris certaines propositions de mes prédécesseurs, mais pas toutes. Voilà, c'est toute la nuance. Toute la nuance. Donc plusieurs choses importantes, je pense, plusieurs propositions. Ça a été dit déjà, mais il faut former et former en permanence. C'est quelque chose qui est très, très important. La deuxième chose, c'est former, mais pas n'importe comment, parce que l'un des gros problèmes de la formation aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas assez qualifiante. Et je crois que le gros enjeu qu'on a, y compris dans les entreprises, les partenaires sociaux, et moi en tant que président d'une organisation syndicale, mais c'est vraiment aller sur une formation qualifiante. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après, on voit qu'il y a les nouvelles technologies. Vous avez parlé à la table ronde précédente de la transition écologique, la transition numérique à cette table ronde-là. Donc, tout ça entraîne aussi, et on voit avec les relocalisations, la réindustrialisation, on voit une certaine montée en gamme avec les technologies de nos industries, de nos services. On a besoin d'une formation qualifiante. Et on est loin d'avoir ça aujourd'hui. C'est un véritable sujet. Et je vous fais gré de tous les SMS qu'on reçoit matin, midi et soir, chacun d'entre nous, où c'est la course au CPF avec la formation transformée en euros, où ça a été la marchandisation. Donc, on est harcelé de coups de téléphone ou de SMS pour celui qui va nous arracher la formation et le montant de notre CPF. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Autre chose, on doit être aussi dans l'anticipation. Et l'anticipation pour la CFTC, on a un sujet qui nous est très, très cher, qui est plus facile à mettre en place. J'anticipe déjà des réponses de futures de la table ronde, mais qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans des grandes entreprises que dans des petites. J'en ai bien conscience, mais c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est quand même quelque chose qui est clé aujourd'hui. On a du mal à concevoir à la CFTC qu'on puisse avoir encore des entreprises avec les modifications qu'il y a du travail, de l'organisation du travail, qu'on n'ait pas une réflexion, une anticipation et la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et pour répondre à Alexandre sur donner la main sur la formation, moi je suis assez ouvert, enfin donner en tout cas plus la main aux entreprises. On est assez ouvert à la CFTC, on n'est pas contre l'entreprise à la CFTC, on est un partenaire. Donc moi j'aime bien donner la main, mais j'aime bien donner la main aux bons élèves.
Et donc, peut-être qu'à vous, je vous donnerai la main, mais dans d'autres endroits, je donne la main un peu moins facilement. Voilà. Mais je vous fais gré que vous soyez un bon élève, hein, c'est pas ça. Mais voilà, mais c'est pas tout le monde. Autre point important comme proposition, c'est la régulation. Voilà. Quand on parle de nouvelles formes de travail, de transition numérique, de robotique ou d'intelligence artificielle, on parlait au tout début qu'on peut avoir le pire comme le meilleur. Il y a quand même une forte probabilité d'avoir le pire quand il y a l'absence d'une dynamique de régulation. Donc, il faut d'ailleurs ne pas réguler, c'est souvent une transformation assez brutale. Et on peut le voir d'ailleurs avec le déploiement parfois rapide et un peu incontrôlé de certains GAFAM ou du géant chinois Alibaba. Enfin, on voit que ce n'est pas toujours le meilleur. Ça me permet d'ailleurs de dire que dans la régulation, pour nous, mais je ne veux vraiment pas faire la table ronde numéro 1, je ne regrette pas de ne pas avoir été invité, ne croyez pas ça, mais c'est un peu la même logique pour la transition écologique. Et d'ailleurs, à la CFTC, nous, on a toujours suggéré de penser et de conduire conjointement les deux transitions, c'est-à-dire la numérique et l'écologique, et de ne pas faire l'un sans l'autre, de faire les deux en même temps. Donc, je parlais du scénario tout à l'heure un peu progressif de celui de l'acceptabilité sociale, pour qu'un maximum de salariés puissent se l'approprier. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut quand même jamais oublier dans cette transition que le facteur humain, mais je suis la CFTC, donc forcément, je ne peux que dire ça, mais le facteur humain, ça reste forcément le facteur décisif de la créativité, de la dynamique, de la compétitivité aussi d'une entreprise. Et cette construction sociale, dont dépend d'ailleurs la performance collective, clairement, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoir-être, le sentiment d'appartenance, la culture d'entreprise, la motivation, l'investissement, ça passe par la construction sociale. Et la construction sociale, c'est quoi? C'est le dialogue social. Donc tout ça, ça ne peut pas se faire, cette transition numérique ne peut pas se faire sans le dialogue social. Et puis, peut-être dernier point, c'est qu'on milite à la CFTC depuis très très longtemps, mais on n'a jamais été entendu. Mais si je suis président, on le fera en tout cas, c'est l'avantage de l'être. C'est que je viens de parler du fait de mettre l'homme au cœur de cette transition numérique, de mettre l'humain. Et à la CFTC, on pense qu'il est temps d'avoir en tout cas de convoquer un Grenelle de la robotique et du numérique. Voilà, on le demande depuis un certain temps pour créer, alors dans l'entreprise, mais aussi au niveau de la branche, créer vraiment un nouveau contrat social entre justement les employeurs et les travailleurs, entre la société civile et les concitoyens, afin justement, et c'est ça l'objectif qui nous paraît capital, de canaliser démocratiquement, puisqu'on est en pleine campagne électorale, la transition de ce que moi j'appelle les technosciences. Donc voilà vraiment ce Grenelle du numérique fait partie des propositions, je pense, importantes et fortes de la CFTC. Merci beaucoup, Président. Stella Morabito, première femme à l'Élysée, toutes nos félicitations. Quelles sont vos premières mesures pour faire de l'inclusion professionnelle une priorité pour les entreprises afin de réussir la transition écologique et numérique? Alors, je rebondis sur la proposition du président Chabagnier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure du plan Fibre qui va venir, si tout va bien, va être complété, on va dire, au plus tard en 2023. Donc, va se poser la question de comment, effectivement, upskill ou reskill pour utiliser des termes bien français, mais toutes les personnes qu'on a formées en fait au fibrage et donc à l'installation de la fibre. Ça tombe bien, il y a d'autres technologies, des technologies mobiles, notamment la 5G, demain la 6G, qui vont avoir besoin de nouvelles compétences. Mais tout ça se prévoit, c'était très bien dit. Et effectivement, c'est le travail que nous avons lancé le 1er décembre dernier
dans le cadre d'un comité stratégique de filière dont l'AFNUM est cofondateur, qui est la filière infrastructure numérique. Et nous avons donc lancé un contrat d'engagement de développement de l'emploi et des compétences, EDEC en raccourci, infrastructure numérique. Et donc, nous sommes en train actuellement donc nous avons choisi les prestataires pour une grande étude qui va d'abord essayer de comprendre l'état, on va dire, de la technologie et ses évolutions possibles dans les infrastructures numériques. Et dans une deuxième phase, bien évidemment, mettre en face de ça l'évolution nécessaire des métiers et des compétences. Donc ça, c'est le premier point essentiel parce que effectivement, si on ne s'interroge pas aujourd'hui sur les besoins qui sont déjà d'aujourd'hui quasiment, mais enfin on va dire de demain, eh bien forcément, on va être en retard et il ne va pas y avoir ce match tellement important entre les besoins en compétences et les compétences qui sont effectivement mises à disposition. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, je vous ai fait un teasing tout à l'heure, on parlait de formation initiale et de la difficulté à avoir notamment des jeunes filles sur les métiers du numérique au sens large, donc informatique, ingénieur, mais aussi les métiers de support. Quelle était notre idée? Puisqu'on a vu que l'étude Ipsos identifiait comme un facteur de succès le fait de présenter des métiers et en fait toute la panoplie des métiers autour du numérique aux collégiens et aux lycéens, idéalement à l'école, ou sinon comme le fait, et comme l'a dit très bien aussi Madame Farag, chez eux, pourquoi pas. Nous, en tout cas, l'idée, c'est de le faire au sein de l'école et de mettre à contribution en fait nos adhérents. Parmi nos 60 adhérents, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de métiers qui sont couverts. Et l'idée, c'est de créer des vidéos courtes, 1 minute et demie, où le témoin, la témoin en l'occurrence, puisse parler de son job, ce qu'elle fait, de comment il y est arrivé, puisque là, je rejoins beaucoup de mes collègues qui ont parlé de ce point, mais c'est vrai que la formation se fait tout au long d'une carrière, et donc on voit souvent des personnes qui ont commencé en ayant peut-être un niveau bac, même pas plus que ça, ou juste un niveau licence, et qui ensuite ont évolué par des formations diplômantes, certifiantes. Pourquoi pas au CNAM? C'est le cas de notre présidente que je remplace aujourd'hui. Moi-même, je suis le fruit de cette formation continue puisque j'ai décidé à 40 ans de me lancer en école d'ingénieur sur un master spécialisé. Donc, c'est une réalité qu'il est important que les jeunes voient aussi. Ce n'est pas parce qu'on a commencé avec une formation qu'on ne peut pas évoluer vers autre chose, si on en a l'envie, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est ensuite de pouvoir projeter ces vidéos à l'école, puisque les conseillers d'orientation ont besoin aussi de s'imprégner des métiers du numérique et de l'enthousiasme aussi de ceux qui les vivent au quotidien. Donc ça, c'est ma deuxième proposition. On a aussi des travaux qu'on mène conjointement avec Numéum et avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et notamment un projet d'accueillir dans nos entreprises pour le stage de troisième des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la recherche du stage de troisième est un moment souvent angoissant pour les familles et les enfants qui ne savent pas trop où se diriger et comment. Et on pense que dans nos entreprises du numérique, eh bien, il y a la place pour accueillir ces enfants et on l'espère, les faire se passionner à notre univers et à nos métiers. Voilà, donc ce que je voulais dire et ce que je proposerais si j'étais présidente de la République. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que je crois qu'il nous reste 2 minutes. En un mot, s'il y avait une mesure qui vous tenait à cœur, si on fait un dernier petit tour de table, hein, quelle serait-elle, hein, que vous vouliez promouvoir? Président Viros. Ah, si moi je voulais une mesure, Oui. une mesure, ce serait que, pardon, là vous me prenez un peu au dépourvu. Non, ce serait la grande réforme de la formation là, voilà, pour moi ce serait ça, ce serait le chantier, le grand chantier.
OK. Je crois que j'ai pas donné la parole à Élodie Bossan. Alors, je vais faire court, du coup. Voilà, Madame la Présidente, je vous prie Je de pense que le m'excuser. poste de présidente, je déclinerais. Je me serais plus vue ministre de l'égalité des chances parce qu'au final, c'est un peu de ça dont on parle depuis le début. Non, plus sérieusement, en fait, pour moi, ça devrait la première mesure, enfin, c'est de faire vraiment du numérique un levier de mobilité dans l'emploi et d'être surtout un cas d'école, puisqu'on voit que les sujets de difficulté d'accès à l'emploi ne concernent pas le numérique, mais c'est la nécessité économique qui nous pousse. Donc, c'est là où on a l'air d'être en tout cas le plus créatif en termes de recherche et de conception de dispositifs. Et je pense qu'on pourrait se dire que tout ce qui a trait à l'égalité des chances, finalement, c'est favoriser l'accès à l'information. On parle de la jeunesse, mais on voit même en étant adulte, dans l'entreprise, on est confronté aux mêmes difficultés. C'est accéder à l'information, c'est lever l'autocensure, c'est trouver la formation qui nous va pour pouvoir se positionner sur un emploi. Enfin, comme disait Monsieur Viros, n'a pas réellement de l'offre parce qu'il vaut mieux aller quand même sur un emploi qui offre des débouchés qu'un emploi qu'on n'offre pas. Économiquement, on s'en sort quand même mieux, en termes de reconnaissance aussi. Et globalement, de faire du numérique un levier de recrutement et de mobilité par la reconnaissance des compétences. Et finalement, l'inclusion, c'est un peu ça quand même, c'est d'être inclus et d'être reconnu. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Françoise Farag, en un mot, une mesure qui vous tiendrait particulièrement à cœur. Alors, compliqué, mais la mesure à prendre, comme je le disais, c'est le message à passer au niveau de l'éducation au travers d'un croisement de l'information des référents au sein des établissements scolaires, l'information des parents, l'information des jeunes. Donc, mettre en place des grandes campagnes d'information qui s'adressent à tout le monde. Il existe déjà des choses, mais c'est sans doute, encore une fois, qu'on n'est pas assez fédérés pour passer tous ensemble les mêmes messages au bon moment. Et pour moi, c'est un vrai enjeu pour l'avenir que ce message, on le passe chacun les uns les autres, mais passons-le tous en même temps, on sera plus efficace. D'accord. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'à notre modeste niveau, nous rassemblons des profils et des personnalités de différents horizons. Président Chabagnier, une mesure qui vous tiendrait plus particulièrement à cœur? Je crois que la mesure principale, c'est la montée en compétences des salariés. Clairement, si on veut réussir à avoir une croissance économique forte, si on veut avoir des entreprises dynamiques et prospères et si on veut avoir un pouvoir d'achat qui s'améliore, ça passe, tout à l'heure je l'ai dit, par la montée en gamme de nos industries, de nos services et par la montée en compétences de nos salariés. Donc, ça passe par une… Alors, on a fait déjà pas mal de choses sur la formation, pour répondre à Alexandre Viros, mais ça passe par continuer à réformer la formation, forcément. Et puis, je ne peux pas mettre de côté la proposition que je demande depuis des années, qui est le Grenelle du numérique. Voilà, donc j'en fais deux, excusez-moi, mais voilà. Ah, mais c'est le propre des politiques, ils en rajoutent toujours un petit peu. Voilà. Très bien, très bien. Stella Morabito pour le mot de la fin. Eh bien, moi, je rebondis sur certains de mes collègues qui ont parlé au début de la nécessité de devenir de plus en plus flexible, de plus en plus résilient et de développer aussi une appétence et non pas un refus en fait du numérique qui est pervasif sur tous les métiers. Pour moi, le point important, si je parle de formation initiale, mais ça vaut aussi, à mon sens, pour la formation continue, c'est de faire le lien entre l'entreprise et les parcours éducatifs ou professionnels de plus en plus et donc faire en sorte que les compétences soient adaptées aux besoins de l'entreprise et que l'entreprise tienne compte aussi de la matière humaine comme quelqu'un d'autre le disait dans la table ronde et des aspirations bien sûr et des besoins de tout un chacun. Très bien. Un très grand merci à tous nos intervenants.